L'hebdo politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo politique. On fait le tour de l'actu locale et nationale avec un invité pendant 30 minutes comme tous les dimanches. Et ce soir, je reçois Martha de Cidrac, la sénatrice LR des Yvelines. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Martha de Cidrac, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes née le 13 juin 1964, vous avez donc 53 ans. Architecte de profession, vous avez développé votre propre agence d'architecture à Saint-Germain-en-Laye avant de vous investir dans la vie politique de votre commune. À la demande d'Emmanuel Lamy, le maire UMP la ville, vous vous engagez lors des élections municipales de 2008. Vous devenez adjointe en charge de la vie scolaire et de la petite enfance. Puis en 2014, première adjointe en charge de la solidarité, du logement et de l'emploi. Et puis en septembre dernier, vous êtes élue sénatrice des Yvelines et vous devenez par la suite membre de la commission aménagement du territoire et développement durable, ainsi que membre du bureau de délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. L'hebdo politique, Véronique de la Maisonneuve. Je vais commencer par une question sur ce qui agite un peu votre famille politique depuis plusieurs semaines avec ces propos de Laurent Wauquiez. On en a beaucoup parlé, ça s'est un petit peu calmé, mais quand même, je voudrais reprendre une phrase qu'a dit le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a dit il a appelé Laurent Wauquiez au respect, après ces fameuses déclarations devant les étudiants lyonnais. Est-ce que Laurent Wauquiez peut rester à la tête de votre formation ? Pour moi, la question ne pose même pas. Il a été élu parfaitement par sa famille politique. Donc aujourd'hui, Laurent Wauquiez est président LR. Il continuera à le rester. Bien évidemment, nous sommes tous ensemble pour œuvrer dans le sens de notre famille politique. Pour moi, la question ne se pose pas en ces termes-là du tout. Bien évidemment, le respect est quelque chose que nous devons tous partager ensemble, quelles que soient d'ailleurs nos tendances politiques. Donc à ce titre-là, on sera tous vigilants à ce que le bon exemple soit également donné dans notre famille politique, bien évidemment. Est-ce que c'est un bon exemple, ce qu'il a pu dire, même si c'était dans un lieu Alors moi, je pense que ce n'est pas en termes d'exemple qu'il faut se poser la question, mais plutôt il était dans un contexte malgré tout non public, avec des étudiants. Il avait pris la précaution de dire qu'il allait pouvoir débattre avec eux, échanger en toute liberté. Lui, a priori, a respecté sa parole. En face, pas tout à fait. Donc je trouve ça un tout petit peu dommage parce que moi qui enseigne aussi en université, en tout cas jusqu'à récemment, je pense que lorsqu'on est face à ces étudiants, s'établit quand même un lien de confiance et ce lien de confiance a été rompu. Je ne reviens pas sur les propos qu'il a pu tenir, je ne souhaite pas rentrer dans cette polémique. Je pense qu'il y a eu des mots qui sont regrettables, mais ce qu'il est encore plus de mon point de vue, c'est que ces propos aient pu être diffusés de manière publique. En dehors de cet épisode devant les étudiants lyonnais, c'était une candidature qui n'a pas fait quand même l'unanimité, Laurent Wauquiez. Mais il était le seul à s'être présenté. Comment vous expliquez qu'à l'automne dernier, il n'y ait pas eu d'autres têtes importantes de LR qui se soient Je me permets de vous présentées. rappeler qu'il y a eu également Florence Portelli, qu'il y a eu également Maëlle de Calan, que nous avons eu dans le cadre de notre primaire. Vous comprenez bien ce que je veux dire. On n'a pas eu Valérie Pécresse, on n'a pas eu des grandes... Mais nous avons d'autres belles personnalités, figures. Notamment les deux dont je vous ai cité les noms. Pour ma part, ce n'est pas du tout un secret. J'avais soutenu la candidature de Florence Portelli. Je pense que nous avons des talents au sein de la famille LR et donc la démocratie s'est exprimée. Laurent Wauquiez a été excellemment élu par les LR. Aujourd'hui, c'est notre président légitime, donc à ce titre-là, il n'y a pas pour moi de ce sujet autour de son élection. Alors, on va passer à autre chose. Certains sénateurs LR se sont insurgés contre la baisse significative, disent-ils, des dotations de l'État pour les communes. Est-ce que tout le monde ne doit pas faire des économies et également les communes dans cette période où la dette est vertigineuse ? Alors, vu la manière dont vous posez la question, je vais vous répondre oui, bien évidemment. En revanche, il y a une question que moi je souhaiterais poser également, c'est que savons-nous tous combien pèse en réalité combien pèsent les collectivités locales au sein de cette dette dont on parle ? 4,5%.
4,5%. Donc c'est pas là qu'il faut aller chercher les économies. Je ne dis pas que ce n'est pas là qu'il faut aller les chercher, parce qu'on a déjà commencé à aller les chercher auprès des collectivités. Et vous savez que la plupart des collectivités aujourd'hui ont déjà entamé en fait cette espèce d'économie, de baisse des dépenses de manière assez drastique. Donc je pense que c'est un faux départ en le posant uniquement par ce biais-là. Les collectivités ont largement fait leur part. Moi, j'ai envie de poser la question à notre exécutif aujourd'hui. Pour quand le gouvernement fera-t-il, lui, sa propre révolution pour faire baisser ses propres dépenses? Parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, dans les ministères, dans son propre fonctionnement, puisqu'aujourd'hui, vous savez bien, au niveau des communes, aucune commune ne peut voter son budget sans qu'il ne soit à l'équilibre, ce que l'État ne fait pas. Donc je pense, vous avez tout à l'heure parlé d'exemples, je crois que l'État devrait commencer aussi à donner l'exemple. Je ne dis pas que l'exercice est facile, bien au contraire, mais il me semble vraiment important aujourd'hui que nos concitoyens quand même entendent ce discours-là. Nous avons des collectivités, 57% d'entre elles d'ailleurs ont refusé aujourd'hui d'augmenter leur impôt et pour autant leur dotation baisse. Donc la question pour nous est réelle, il y a un vrai sujet autour de cela. Lorsque nous avons le président Macron qui annonce une baisse des dotations de 300 millions, donc c'est quand même pas rien, vous comprenez bien que les élus locaux sont un petit peu inquiets sur le devenir, en plus par rapport à d'autres annonces qui ont été faites depuis. Donc nous avons un vrai sujet autour de cela et je crois qu'il faut arrêter, mais réellement, c'est ma conviction profonde, de pointer des doigts les collectivités, les EPCI, en fait tout ce qui est en réalité la proximité de nos concitoyens, en leur disant, écoutez, allez, faites encore plus d'économies que vous n'en faites aujourd'hui. À un moment donné, il va y avoir un vrai sujet, un vrai problème pour nous tous. Le service public, est-ce qu'il faut le pointer comme le pointe actuellement le gouvernement, avec notamment cette réforme du rail, cette réforme de la SNCF, ces statuts de cheminots dont on parle beaucoup, et cette réaction avec des jours de grève, là on en annonce sur 3 mois. Est-ce que le service public est en danger? Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi faire du changement dans ce rail et voir comment faire évoluer la sécurité, le confort, les horaires de nos trains en France? Il est évident que les questions, il faut se les poser. Il faut essayer d'améliorer ce qui ne fonctionne pas correctement aujourd'hui. Dans la commission aménagement du territoire, à laquelle j'appartiens au Sénat, nous avons auditionné cette semaine Jean-Cyril Spinetta, qui est venu justement nous présenter son rapport. L'auteur du rapport. Voilà, l'auteur du rapport, puisque vous savez bien tous ces sujets-là ont été... Voilà, tout part de là. Il y a des choses intéressantes dans ce rapport, c'est évident. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus inquiétantes pour nos territoires, là encore, et j'ai entendu tous mes collègues qui représentent des territoires ruraux et encore plus ruraux que les Yvelines, puisque les Yvelines, nous avons, je dirais, une image à la fois urbaine, agriculteurs, exactement, et urbaine, exactement. Et je prends l'exemple de ce que l'on appelle les petites lignes, quand on sait que beaucoup d'entre elles sont menacées, je ne vais pas dire supprimées, puisque vous savez qu'il y a eu un petit rétropédalage sur ce sujet-là. On peut s'interroger malgré tout sur l'irrigation de nos territoires. Lorsque d'un côté, vous avez notre Premier ministre qui nous annonce que l'on va limiter la vitesse, excusez-moi, de revenir sur le sujet des 80 km/h pour des sujets de sécurité. On sait que le rail est un moyen de transport pour nos usagers, notamment sur des zones rurales, tout à fait sécure de ce point de vue. Moi, j'aimerais que nous ayons dans nos actions publiques, quelles qu'elles soient, et ce n'est pas du tout clivant ce que je vous dis, une certaine cohérence. C'est-à-dire que d'un côté, on avance l'argument de la sécurité, de l'autre côté, on nous dit qu'il faut supprimer ces lignes-là, et on va limiter en plus les vitesses. Donc pour les zones rurales, pour un certain nombre d'irrigations de nos territoires, ça va finir par poser des problèmes, et ça va finir par se voir surtout. Donc je pense qu'il faut l'entendre, ce discours. Il faut être vigilant à travers tout ce qui se passe, et également ces mouvements de grève qui sont annoncés. Ce statut des cheminots, est-ce qu'il faut le revoir ou pas? Les Français sont plutôt d'accord là-dessus. Oui, sur un certain nombre de points, oui, tout à fait. Je pense que là-dessus, il ne faut pas se voiler la face, il faut que les choses évoluent. Nous sommes à une époque où le rail évolue vraiment beaucoup, ce n'est pas d'ailleurs le seul moyen de transport. Donc il faut s'interroger, il ne faut pas s'interdire cette réflexion-là, il ne faut pas non plus s'interdire des évolutions au niveau des statuts.
Pour rester sur ce sujet-là, est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut ouvrir à la concurrence? Est-ce que la SNCF s'est pas un petit peu endormie sur ses lauriers parce qu'elle était la seule en France à proposer ce service au public? Alors, endormie, je ne sais pas. Je pense que l'ouvrir, en fait, à la concurrence n'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Ça a déjà été fait dans d'autres Simplement, cas. il faudra faire attention à ce que ce ne soit pas au détriment des lignes dites non rentables. Sachant que le terme de rentable aujourd'hui ne signifie pas grand-chose en tant que tel, puisqu'on sait qu'on n'a aucune ligne qui le soit réellement. Après, tout dépend vers quoi on va axer. Donc, ce sur quoi il faut aussi être vigilant, c'est comment se fera cette répartition. Est-ce qu'à un moment donné, on le voit d'ailleurs dans d'autres domaines, tout ce qui est rentable ou potentiellement rentable intéresse des opérateurs privés. Tout ce qu'il est un tout petit peu moins, c'est l'État qui en hérite. Et donc, qui dit l'État qui en hérite? Le contribuable à un moment donné, les collectivités, le citoyen. Donc, je pense qu'il faut avoir véritablement une approche d'aménagement du territoire, savoir précisément quelle vision nous souhaitons avoir en termes de maillage dans notre territoire. Et à partir de là, il ne faut pas s'interdire. Je ne suis pas fondamentalement contre le fait de supprimer, d'alléger, de restructurer telle ou telle ligne. Il y a des choses intéressantes dans les propositions qui sont faites, mais il faut l'inscrire dans une approche globale et d'une vision globale du maillage de notre territoire. Autre réforme à laquelle s'attaque le gouvernement et le président, c'est cette réforme constitutionnelle, alors qui vous intéresse, j'imagine. On parle de réduire le nombre de parlementaires, on parle de remettre un peu de proportionnel, et puis de faire un cumul des mandats un peu différent. Voilà. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce qu'il faut passer, comme certains le disent, par un référendum? Non. Alors, je réponds tout de suite à votre dernière question. Non, le référendum est tout à fait inutile et puis pas du tout adapté à ce type de modification fondamentale. Pourtant, ça intéresse les gens, le cumul des mandats, oui. Ah non, mais je ne dis pas que ça n'intéresse pas, ça nous intéresse nous aussi pour plein de raisons, donc je vais peut-être vous étonner, mais en tant que sénatrice, et je ne suis pas la seule de mes collègues à le penser, nous ne sommes pas fondamentalement contre un certain nombre de propositions qui sont faites. Je crois que c'est quelque chose qui est nécessaire. Oui, nécessaire, et puis je pense utile aussi. Le renouvellement de nos institutions n'est pas un sujet tabou en tant que tel. Simplement, faisons attention à la manière dont nous le faisons attention aux propositions qui sont faites. Lorsque j'entends partout, le Sénat, le président du Sénat s'oppose à 3 mandats successifs, enfin vous voyez, à cette mesure-là, sans forcément décortiquer et expliquer ce que cela signifie. Et en fait, la vraie question, cela concerne combien de parlementaires aujourd'hui? Vous serez étonné d'apprendre que ça ne concerne qu'une petite vingtaine, et encore, vous voyez, j'exagère, je grossis le trait complètement. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut faire très attention entre des propositions qui peuvent paraître intéressantes, dans l'air du temps, qu'on ne verse pas dans du populisme, vous voyez, dans du populisme facile, parce qu'on n'a pas suffisamment décortiqué le sujet en question. Donc je pense que c'est quelque chose qui est quand même... il faut faire attention à la méthode, il faut faire vraiment attention à la manière dont on procède pour faire évoluer, pourquoi pas, nos institutions. Ça veut dire qu'on est vraiment, comme on le disait depuis longtemps d'Emmanuel Macron, dans un gouvernement jupitérien, c'est-à-dire qu'il décide, et puis il n'y a pas vraiment de discussion, pas vraiment de débat. C'est aussi ce que disent les syndicats, par exemple, sur le rail. Mais je le pense, je n'ai pas de problème à vous le confirmer, effectivement. C'est ça le problème, en fait. C'est pas les réformes, c'est la façon de les faire, pour vous. Il y a un vrai sujet. Bon, il y a les réformes d'un côté, mais il y a aussi la méthode avec laquelle ces réformes-là doivent être menées. Donc, quand on est dans une espèce de précipitation constante et qu'on ne laisse pas les parlements s'exprimer suffisamment, et quand vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une semaine, on a eu quand même à vivre un petit moment où le vote bloqué a été proposé par le gouvernement au sujet des retraites des agriculteurs. Le Sénat s'est insurgé, et je peux vous dire, moi, en tant que nouvelle sénatrice, j'ai été profondément étonnée, je ne vais pas dire choquée, mais pas loin, lorsque vous avez en fait un débat qui se passe en plus dans une ambiance parfaitement sereine, tout bord politique, et que vous avez le gouvernement qui vous propose un vote bloqué sous prétexte d'aller plus vite. Je crois que là, réellement, on a un vrai sujet de l'expression de notre démocratie, et ça, c'est quelque chose sur lequel
toutes les familles politiques, ce soir-là, je peux vous dire, on était parfaitement unis et très solidaires autour de cela. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais je peux vous en citer d'autres, quand on veut réduire le nombre d'amendements, quand on veut, tous les points que vous avez évoqués rapidement, je crois qu'il faut être très, très vigilant là-dessus. Par exemple, le retour à une petite dose de proportionnel, ça vous parle, ça ? Oui. Est-ce que c'est pas nécessaire ? Non, franchement, non. Non, moi personnellement, je pense, là encore, je ne suis pas la seule à partager cet avis-là. Je crois que c'est parfaitement inutile aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a trop de parlementaires ? Le problème n'est pas là. Aujourd'hui, notre pays traverse. Dans cette pour cette réforme-là, encore une fois, c'est la méthode, c'est-à-dire cette petite musique que l'on veut, voyez que l'exécutif aujourd'hui fait passer dans l'esprit de beaucoup, de dire pour aller plus vite, pour être plus efficace, pour permettre tel ou tel changement, il va falloir en fait se passer du débat. Donc, vous comprenez par exemple, bien. Les ordonnances. Par exemple, mais c'est un outil, un outil parmi d'autres. On va limiter les amendements, ça veut dire que en réalité, les différentes sensibilités ne pourront plus s'exprimer pleinement. Donc je trouve ça profondément choquant. Vous avez un certain nombre, vous voyez, de propositions de ce type-là. Quand on vous propose, depuis 1993 au Sénat, on n'a jamais proposé un vote bloqué. Il a fallu que M. Macron vienne avec son exécutif pour nous proposer sur un sujet, somme toute, consensuel, un vote bloqué. Bon, on s'interroge. Vous comprenez bien que la méthode aujourd'hui est pour un certain nombre de points assez choquante. On passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. Deuxième partie de cet hebdo politique où je reçois Martha de Cidrac, la sénatrice des Yvelines. Alors vous avez rendu récemment un rapport sur la sécurisation et l'encouragement à l'investissement dans les réseaux de communication, c'est exactement le terme, électronique et à très haut débit. Pourquoi d'après vous c'est si important ? Mais c'est fondamental, j'ai envie de dire, pour tous les sujets digitaux et numériques, puisque vous savez que la France a un plan, en fait, du très haut débit. Et aujourd'hui, il est vrai qu'on s'intéresse beaucoup aux usages, on parle beaucoup de cette société du numérique. Simplement, à un moment donné, il va falloir se poser la question des infrastructures. Donc, quand vous avez d'un côté des usages, mais que ces usages ont besoin d'un vecteur, on s'interroge sur la manière dont le vecteur lui-même sera déployé. Donc, la PPL que j'ai eu le plaisir de présenter, c'est une PPL qui justement s'intéresse à cette partie peut-être moins grand public, mais parfaitement indispensable, et notamment dans un département comme le nôtre, puisque vous savez que dans le département des Yvelines, nous avons à la fois des réseaux d'initiative publique, nous avons également bien évidemment des opérateurs privés, comme dans beaucoup de territoires, et à un moment donné, il ne faut pas, là je vais revenir sur l'exemple du ferroviaire, il ne faut pas qu'à un moment donné, ce qui est rentable d'un côté, ce qui l'est moins de l'autre, finisse par être déséquilibré, et que ce soit au détriment du déploiement de l'infrastructure. Donc c'est un texte de loi qui véritablement porte sur l'infrastructure, sur, je dirais, les fils, le câble, le vecteur, l'outil par lequel passe en réalité notre numérique. Et donc, si cet outil-là n'est pas suffisamment déployé, n'est pas suffisamment sécurisé dans la manière dont il se déploie, puisque n'oublions pas que tout ce qui est en zone RIP, c'est-à-dire en zone publique, est financé par nous autres, c'est-à-dire les collectivités, mais les collectivités à travers aussi les contribuables, à travers des subventions publiques, etc. Donc il est important que ce déploiement soit le plus sécurisé possible, de manière à ce que lorsque vous avez un déploiement qui se fait dans une zone définie comme étant une zone de déploiement public, que vous n'ayez pas en fait un opérateur privé qui viendrait s'y intéresser et que donc en fait tous les investissements publics qui auraient été faits n'auront servi à rien. Alors pourquoi cette PPL, dont l'auteur est un de mes collègues, Patrick Chess, qui est président de la VICA également, parce que vous avez vécu, je pense comme nous tous, l'épisode SFR, lorsque SFR avait annoncé qu'ils allaient fibrer tout le pays, en fait toute la France, et ça menaçait en réalité tous les investissements publics à ce moment-là. Donc depuis, bien évidemment, ils ont fait marche arrière, mais on n'a pas aujourd'hui d'outils législatifs qui permettraient en réalité de sécuriser ce genre de déploiement et ce genre d'investissement public. Donc c'est le sens véritablement de ce texte de loi. Sur l'utilisation de ces techniques, on a compris que vous vous intéressiez à vraiment la technique de ces réseaux. Est-ce que c'est pas un peu dangereux qu'on soit aussi prisonnier et que ce déploiement se fasse comme ça dans toute la France, qu'on soit aussi prisonnier de cet Internet, de ces réseaux sociaux, qui vont jusqu'au plus
plus près de notre intimité. Ah, mais là, vous parlez de l'usage. Oui, l'usage. Oui, j'ai bien au niveau de précisé. l'usage. Oui. Moi, je crois que, vous savez, tout outil, potentiellement, a une belle face et une face plus noire, on va le dire comme ça. Donc, je pense que ce n'est pas parce que nous ne savons pas toujours bien s'en servir qu'il faille condamner l'outil en tant que tel. Donc, Internet, je dis oui, pourquoi pas. Le numérique, de façon générale, on en a besoin. On l'a dans notre vie quotidienne tout le temps. Si on n'avait pas autant de numérique et de possibilités de son usage, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous ne pourrions pas faire aussi bien aujourd'hui. Ça, je crois qu'il faut quand même l'avoir en tête. Après, vous posez une question, mais là, il faudrait peut-être tout un débat et on y passerait des heures, est un autre sujet. On sait bien qu'il y a des applications aujourd'hui, il y a le darknet, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet espace virtuel. Est-ce qu'il ne faut pas légiférer ? Pardonnez-moi. Ah, mais il y a des réflexions là-dessus. Voilà, il y a des réflexions qui sont menées. Il y a des réflexions qui sont menées, tout à fait. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer. Il ne faut absolument pas être dans de l'opposition. Aujourd'hui, le numérique est indispensable et nécessaire. Nous avons en plus en France beaucoup de compétences dans ce domaine-là. Ça serait dommage de bérer en fait tout cela juste parce que à un moment donné, dans certains domaines, l'application n'est pas tout à fait celle que l'on souhaiterait qu'elle soit. Je profite que vous êtes face à moi, je pose la même question à toutes les femmes qui passent à ce micro. Vous faites partie de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Que pensez-vous de ce mouvement qui s'est levé contre les violences faites aux femmes ? Alors moi, je pense que c'est une très bonne chose. Personnellement, je pense que c'est une très bonne chose. Après, cela ne signifie pas que j'adhère à l'ensemble des actions qui ont pu être menées, mais à l'ensemble des paroles. La parole. Je pense que c'est nécessaire, ne serait-ce que pour attirer, je vais le dire comme ça, l'attention sur cet aspect de ce que les femmes aujourd'hui peuvent vivre, y compris dans un pays comme le nôtre, où on imagine que c'est un non-sujet. Or, c'est un vrai sujet. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de le dire, puisque au Sénat, nous avons fait une très grande journée autour du 8 mars, journée des droits de la femme. Autour de cela, je crois que les féminismes sont nombreux, sont variés, et il ne faut surtout pas les opposer. Moi, je le dis très clairement, je suis féministe, je n'ai aucun problème pour le dire, mais en revanche, mon féminisme n'est peut-être pas le vôtre, n'est peut-être pas celui de ma voisine, n'est peut-être pas celui de mon mari, et puis j'ai envie de dire, le féminisme n'est pas qu'une affaire de femmes. Le féminisme, c'est une affaire en fait de société d'hommes et de femmes, et donc, pour répondre de nouveau à votre question, oui, moi je pense que c'est quelque chose qui est très bien. Je pense aux jeunes femmes qui sont plus jeunes et qui viendront après. Voilà, c'est une étape nécessaire, pas forcément très sereine, pas forcément très facile, mais c'est une étape nécessaire, oui. Et l'égalité salariale, notamment sociétale, entre les hommes et les femmes, il y a encore du travail ou énormément. Ben bien sûr. Mais est-ce qu'on va quand même dans le bon sens ? Est-ce qu'on peut être positif pour l'avenir ? Je trouve qu'on ne va pas assez vite, personnellement, dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui freine alors ? Je crois que ce qui freine beaucoup, c'est parfois les pouvoirs publics, quand même. Je ne veux pas être trop critique non plus, mais quand même, il faut savoir que si vous prenez un petit peu les statistiques et quand vous voyez le budget qui est alloué aux droits des femmes aujourd'hui pour Marlène Schiappa, c'est un tout petit peu ridicule, excusez-moi de le dire comme ça. C'est qu'on a déclaré que l'égalité homme-femme était la grande cause, enfin les violences contre les violences faites aux femmes, est la grande cause du quinquennat. Le budget, je vous invite à le regarder, est juste ridicule sur ce point-là. Quand on sait que la France, en réalité, alloue le même budget que quelqu'un comme Donald Trump, qui est très connu pour être le féministe, vous savez, le plus populaire, on peut s'interroger sur la parole annoncée, en fait, sur les annonces qui sont faites et sur la réalité des moyens qui sont mis à la disposition de certaines causes qui sont indispensables aujourd'hui. Donc moi, j'attire l'attention là-dessus, je le fais au quotidien. Moi, j'ai toujours eu cette fibre-là. Je pense que les femmes doivent aussi à un moment donné prendre conscience de cela, et le 8 mars, ce n'est pas que le 8 mars, le 8 mars c'est tous les jours, donc c'est quelque chose que l'on doit mener toutes collectivement, et je voulais aussi souligner quelque chose qui est très particulier dans la délégation des droits aux femmes au Sénat, c'est que quels que soient nos bords politiques, il n'y a absolument aucun clivage. Il n'y a absolument aucun clivage. J'ai été désignée avec une de mes collègues socialistes, justement, rapporteur, de nouveau. Donc, je vais avoir un deuxième rapport sur lequel j'ai commencé les auditions sur les violences sexuelles faites aux femmes.
Donc et vous savez que dans les Yvelines, nous avons une vraie pépite autour de cela, qui est le Women's Safe à Saint-Germain-en-Laye. Et il est évident qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire autour de tous ces sujets-là. Violence faite aux femmes, égalité salariale. Et puis aussi, j'ai envie de dire, il faut que les femmes osent, vraiment. Je crois que les femmes, on est parfois un tout petit peu trop timorées. Et je crois qu'il ne faut pas toujours attendre qu'on vienne nous chercher, qu'on nous dise « allez-y, tel dispositif est fait pour vous, tel autre est pour vous ». Il faut que les femmes aient envie d'y aller. Donc oui, je suis féministe, mais je ne suis pas non plus, constamment, dès qu'il y a un petit hashtag par-ci, par-là, forcément à relayer tout cela. Dans ce débat, il y aura une belle date dans cette année de 2018, c'est le 1er juillet où Simone Veil va rentrer au Panthéon. Au Panthéon, oui. C'est un beau symbole. C'est un très beau symbole. C'est un très très beau symbole. Le Panthéon n'est pas très loin du Sénat. Quand on voit que c'est la maison des grands hommes, en fait, la place des grands hommes, c'est merveilleux. Homme avec un H majuscule, bien évidemment. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes quand même. Il n'y a pas beaucoup de femmes, mais les femmes sont des hommes comme les autres. Donc Simone Veil vraiment a toute sa place et je pense que c'est un très très beau message qui est envoyé. Elle fait l'unanimité, Simone Veil, oui. Politiquement et au niveau de ses combats. Oui, je pense. Enfin, c'est ma conviction et je pense que je ne suis pas la seule à vous le dire. Merci d'avoir été notre invitée ce soir, Merci à vous. C'est la fin de cette hebdo politique. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast, audio et vidéo sur notre site internet. Bonne semaine à tous, à dimanche prochain. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.